à tous et bienvenue sur la PNIX, émission du Journal International. Alors que nous prions pour l'Amazonie cet été, c'est au tour de l'Australie de brûler, avec des chiffres alarmants. Plus de 10 millions d'hectares qui sont littéralement partis en fumée et qui par la suite ont recouvert Sydney, qui a atteint des températures records. Les cendres qui sont allées noircir les glaciers du pôle sud, limitant ainsi la réflexion des rayons du soleil et augmentant de ce fait le réchauffement climatique. Bref, que de bonnes nouvelles pour commencer cette émission, et donc bonne année. Cela nécessite une prise de conscience autant individuelle et collective, puisque le moindre de nos actes peut avoir des effets considérables à l'échelle globale. Merci l'effet papillon. Nous nous retrouvons un mois après la COP25 et à la radio, nous avons décidé de vous éclaircir un petit peu sur cette situation complexe qui soutient quand même les enjeux de demain. Pour cela, nous avons organisé une petite comparaison des politiques environnementales mondiales. Et parce qu'on fait bien les choses, Hugo va commencer en nous expliquant qu'est-ce qui fait une comparaison scientifique correcte. Bonjour Hugo. Bonjour. Ensuite, nous allons à notre duo inséparable, Chloé Flovette et Manon Le Forestier, qui vont nous présenter 5 pays différents, les uns des autres, mais qui s'adaptent différemment aussi aux problèmes environnementaux. Salut les filles. Coucou. Salut. Chloé Moalek, elle, a décidé de se concentrer sur la COP25, ses enjeux et ses conséquences. Coucou Chloé. Salut. Et pour terminer, je vous présenterai une explication juridique de la plainte de Greta Thunberg avec l'aide de notre invité, monsieur Loïc Robert, maître de conférence en droit public. Bonjour monsieur. Bonjour. Hugo, c'est à toi. Eh bien, merci Charlotte. Mais avant de te laisser commencer, désolée, je te coupe déjà. Merci, tu me coupes déjà la parole, c'est Je très vais gentil. te poser une petite question, parce que est-ce qu'on peut vraiment comparer deux pays au niveau de leur investissement dans l'écologie ? Parce qu'on sait bien que tous les pays n'ont pas les mêmes ressources économiques, du capital humain, de superficie. Donc, est-ce qu'on peut dire que certains pays sont vraiment meilleurs que d'autres en matière d'écologie ? Eh bien, justement, c'est l'objet de ma chronique, Charlotte. Donc, j'ai fait 2-3 recherches là-dessus, et donc je pense pouvoir dire qu'on peut quand même comparer des pays sur leur politique climatique de manière assez objective. Et donc, je vais vous expliquer comment et pourquoi. Alors déjà, en bon philosophe relou de ma part, je vais vous demander de quoi on parle. Alors c'est pas que j'ai pas travaillé sur le sujet de ce mois-ci, mais quand on veut comparer deux pays, il faut déjà avoir sa petite idée sur le motif de comparaison. Est-ce qu'on veut comparer les pays en fonction de leur politique climatique interne, c'est-à-dire la manière dont un pays préserve son environnement et où investit pour permettre une sorte de préservation à long terme de l'environnement, ou alors si on veut comparer deux pays sur leur impact positif quant à l'environnement total, soit mondial, soit le pays qui agit le plus pour l'environnement global, qui respecte le mieux les traités, qui investit le plus dans l'économie verte, blablabla, vous voyez. Alors je dirais les politiques environnementales externes. Eh bien, tant mieux, parce que je n'ai pas travaillé sur l'autre. Alors, c'est parfait. servi, voilà. donc ça fait oui. que la moitié du Donc, travail. Alors, on va s'intéresser aux critères de comparaison quant à l'impact positif externe. Dans un rapport publié en 2006, l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE, a proposé une série d'indicateurs afin de comparer l'implication de ses pays membres en faveur du développement durable. Donc un micro-rappel des 3 grandes sphères du développement durable, il s'agit de combiner le plus harmonieusement possible la sphère sociale, environnementale et la sphère économique. Donc le but sera de lier un maximum ces 3 sphères-là, tout en investissant un maximum dans la sphère environnementale. Donc, on a des indicateurs qui sont proposés pour pouvoir mesurer l'investissement des pays dans ces 3 sphères. Et donc, je vais vous en proposer donc, certains, mais vraiment une base très très simpliste. Donc, on a les actifs environnementaux, par exemple la qualité de l'air dans le pays ou l'indice d'émissions de gaz à effet de serre, les disponibilités de ressources en eau, l'intensité d'utilisation de l'eau, les ressources énergétiques, ou encore en matière de biodiversité, la superficie de zones protégées en proportion de la superficie totale, parce que tous les pays ne bénéficient pas de la même superficie. Ensuite, on a les actifs économiques, donc les actifs produits, les actifs de recherche et de développement, les actifs financiers qui rentrent, les actifs étrangers donc, qui rentrent et qui partent aussi. Et on a le capital humain, donc le stock de capital humain disponible sur place. Donc tous les pays ne disposent pas du même nombre de populations. Les dépenses pour l'éducation, le taux et le niveau de chômage, et enfin les indicateurs de résultats. Est-ce qu'on satisfait nos besoins actuels de consommation, de santé, d'espérance de vie, d'éducation, de taux de scolarisation, de statut professionnel emploi, de rapport emploi-population,
Enfin voilà, le but est de parvenir à trouver des indicateurs suffisamment précis, pertinents et concrets pour qu'ils rendent compte de la situation interne de chaque pays. Mais également, ces indicateurs doivent être suffisamment simples pour que les dirigeants des différents pays puissent les comprendre, remédier à leurs défauts et appliquer leurs résultats. Donc pour vous faire un petit point concret quand même, entre 2008 et 2017, en Islande, l'émission de gaz à effet de serre a augmenté de 27%, soit de 4,4 millions de tonnes à 5,59 millions de tonnes émises, alors qu'en Suède, entre 2008 et 2017, l'émission de gaz à effet de serre a baissé de 49,95 millions de tonnes émises à 43,44 millions de tonnes, soit une baisse de 13%. On pourrait se dire « Hugo, t'es super con, c'est vachement moins quand même !» Mais non, parce qu'il faut prendre en compte tous les indicateurs avant de faire une comparaison objective. Celle-là, elle est que relative, elle est que sur l'émission de gaz à effet de serre, et les pays ne font pas du tout la même taille. Il n'y a pas non plus le même nombre de populations, donc c'est pas une comparaison objective. Mais au moins, ce qu'on peut voir là, c'est que la Suède, elle est actuellement en train de réduire ses émissions de gaz à effet de serre, alors que l'Islande, Chloé vous expliquera tout à l'heure qu'elle n'est pas trop dans cette idée-là. Et une dernière chose, et après je vous laisse la parole à vous deux, c'est intéressant aussi de comparer la place pensée d'un pays, donc le classement supposé, vis-à-vis du classement réel, le classement concret. Pour ça, Dual Citizen LLC a publié son Global Green Index Economy de 2014, où l'Éthiopie est à la 26e place, alors qu'on l'aperçoit comme 37e, aujourd'hui 40e. Donc on voit qu'il y a quand même une assez grosse différence. Et inversement, les États-Unis sont perçus comme 6e du classement des pays qui sont le plus investis dans le développement durable, alors qu'en réalité, ils ne sont que 28e et aujourd'hui 31e. Alors, donc les pays que nous pensons verts ne le sont finalement peut-être pas tant que ça, et inversement. Alors oui, c'est un micmac assez compliqué, il y a plein d'indicateurs, il y a plein de données, plein de mesures, d'autant plus que pour trouver des classements fiables, c'est compliqué. Chaque pays avance à un certain rythme et ne cesse d'évoluer. C'est pourquoi, faute de pouvoir dissiper les nuages de pollution qui flottent dans l'air, on peut au moins tenter de dissiper celui qui est devant nos yeux, ne serait-ce que partiellement. Merci Hugo pour nous avoir expliqué comment faire donc une comparaison scientifique correcte. Je laisse donc Manon et Chloé nous faire un petit tour de monde des politiques écologiques ou pas. À voir. Alors oui, quelles sont les pratiques écologiques des pays à l'international? Où en est leur économie verte? Autrement dit, sont-ils lancés dans une activité économique qui prône la réduction des différents risques auxquels doit faire face l'environnement? Est-ce qu'ils prônent la réduction des pénuries, de la pénurie des ressources au profit d'une amélioration potentielle du bien-être humain? Alors avec Manon, nous avons choisi de survoler les différents cas de 5 pays qui figurent chacun sur un continent différent. Je vais commencer moi par vous parler de l'Islande, du coup, un pays qui fait rêver beaucoup de monde. Beaucoup de personnes rêvent d'aller en Islande, dont moi. Hein. Et moi aussi. Et pour un certain nombre de raisons, hein, les aurores boréales, les glaciers, etc. Mais bon, pour ce qui est des glaciers, on le sait tous, ils sont menacés. À cause de quoi? Je vous apprends rien. Le réchauffement climatique, pardon. On va vite voir, au travers ce dont je vais vous parler, que l'Islande est un pays très paradoxal en matière écologique. Alors, autant on peut les féliciter, voire même les envier sur leur mode d'utilisation des énergies. Mais pour ce qui est de la réduction de l'émission des gaz à effet de serre, on repassera, hein, c'est pas vraiment ça. Mais bon, on va rester positif et commençons par parler brièvement de ce qu'ils font de bien. J'ai évoqué à l'instant le mot énergie car en effet, il est le seul pays au monde à produire 100% d'électricité renouvelable grâce à leur système géothermique et à leur barrage hydraulique. Et ça fait aussi maintenant quelques années que les Islandais se sont lancés dans le domaine éolien. Donc, leur consommation d'énergie est composée à 70% d'énergie renouvelable et le pays s'est fixé pour objectif d'atteindre 100% dès 2050. Les Islandais utilisent donc très peu d'énergie fossile. La seule qu'on pourrait encore citer maintenant reste quand même l'essence qui est encore bien nécessaire pour le fonctionnement de leur véhicule. Ça n'empêche pas qu'avec tout ça, les Islandais figurent quand même parmi les plus gros pollueurs du monde avec environ 10 tonnes de CO2 par habitant rejetées dans l'atmosphère. Un taux que les Islandais n'ont pas spécialement envisagé de baisser puisque le gouvernement n'a pas signé le protocole d'accord de réduction des gaz à effet de serre qui datait déjà de 1997 lors de la conférence de Kyoto.
Et aussi, toujours apporter quelques données chiffrées. D'après un rapport de l'Institut des études économiques de l'Université d'Islande, qui date de 2017, l'augmentation des émissions de CO2 passerait de 55% à 99% en 2030 par rapport à 1990, ce qui compromet quand même l'objectif fixé par l'accord de Paris, qui a envisagé de les réduire de 40%. Donc l'Islande a aujourd'hui le plus gros taux d'émissions de CO2 d'Europe. Et à quoi c'est dû? Donc je vais vous répondre en disant que c'est grandement dû déjà au fait qu'il n'y a aucune gare sur cette île, mais qu'il y ait par contre 98 aéroports. Donc le transport aérien est devenu le secteur le plus polluant du pays, car le nombre d'aéroports est totalement inconsidéré et disproportionné quand on connaît en fait le nombre d'habitants qu'il y a sur l'île, 339 000 habitants. Quand même assez impressionnant. Hein, là, je suis en train de me faire un petit calcul mental là, et 339 000 habitants. Vous pouvez le croire au moins. Essayez. 339 000 personnes sur le territoire divisé par 90 aéroports, ça fait à peu près 3300, 200, je sais pas trop quoi. Et donc ça fait quand même... Beaucoup. Quand même beaucoup d'aéroports. Beaucoup. Et du coup, de tête, tu as le nombre d'aéroports pour un Français, du coup? Alors, de tête, 66 millions et quelques contre 160 aéroports. Donc ça fait à peu près 413 000, quelque chose comme ça. Donc, ouais, un aéroport pour 413 000 personnes en France. C'est ce qui, pour nous, paraît complètement aberrant, mais c'est que, en fait, même pour eux, des trajets domestiques, ils le font quand même par avion. Pour eux, ça paraît complètement anodin, mais voilà, c'est quand même un véritable problème qu'il faudrait résoudre. Bon, et bien pour continuer sur les paradoxes écologiques, maintenant moi je vais vous parler du cas du Canada. Donc le Canada, c'est le 11e pays le plus pollueur avec 550 millions de tonnes de CO2 en 2018 selon World Energy. Donc bon, ils émettent beaucoup de gaz à effet de serre, mais ils sont tout de même signataires de l'accord de Paris, pardon. Ils ont pour objectif d'atteindre d'ici 2030 des gaz à effet de serre réduits de 30% par rapport à 2005. Donc je vais présenter un petit peu l'accord de Paris qui a été réalisé à la COP21 en décembre 2015. Donc c'est un accord historique qui tente à diminuer le réchauffement climatique et maintenant l'augmentation de la température mondiale à un niveau bien inférieur à 2 degrés Celsius par rapport au niveau pré-industriel. On parle ici de l'instauration d'une contribution déterminée au niveau national qui devrait être respectée par tous les pays engagés. Donc à ce jour, on compte 183 pays qui l'ont ratifié sur les 197 parties de la Convention depuis son entrée en vigueur depuis 2016. Bon, ils émettent de nombreux gaz à effet de serre, mais le Canada est tout de même en train de réfléchir à une électrisation du réseau de transport en commun dans les villes, tout en répondant à la forte demande et l'élargissement du même réseau. Il y a une volonté de vouloir dégazer un peu les villes en limitant les gaz à effet de serre issus des transports en commun, puis après à s'attaquer aux véhicules personnels, du coup en instaurant un régime d'électrisation des véhicules des chaînes de production automobiles. Ils sont aussi très en avance sur les nouvelles énergies. Le territoire du Canada est très riche, il y a des possibilités de tirer facilement profit d'autres énergies plus éco-responsables et qui entraîneraient une émission de gaz à effet de serre moindre, voire quasi inexistante. Donc les filières des biocarburants, la biomasse ou encore le gaz naturel renouvelable et l'hydrogène peuvent être utilisés au Canada. Le Canada possède cependant une énergie électrique déjà très propre, comme partout dans le Québec. D'ailleurs, c'est aussi au Québec que le levier de l'hydroélectrique tend à être de plus en plus développé pour adapter notre mode de consommation d'énergie au monde de demain. Sinon, un petit point sur l'économie. L'économie au Canada est basée sur l'économie circulaire. C'est celle qui permet de produire des biens durables permettant par la suite de réduire notre production et surconsommation ainsi que le gaspillage. Ce modèle fait partie de l'économie dite verte et qui tend à utiliser de nouveaux moyens de production et de consommation adaptés au monde de demain. Dans ce sens, pourront être utilisés pour les matières résiduelles et secondaires, comme il en est déjà le cas avec l'essor des sites de revente entre particuliers ou encore les magasins de friperie qui sont très à la mode. Après, le Canada reste un pays dans une situation paradoxale, car depuis justement l'augmentation du prix du baril, le Canada s'est tout de même lancé dans une construction de puits pétroliers sur son sol.
Le gouvernement a même entrepris de racheter la ligne ferroviaire transportant le pétrole canadien dans le but de l'étendre et de la moderniser. Donc à l'échelle locale, ces différents puits de pétrole entraînent des modifications et des destructions de l'environnement canadien. À l'échelle mondiale, cela tend juste à décrédibiliser le statut du Canada, qui tente d'obtenir le statut d'exemple écologique mondial, mais ça tend aussi justement à augmenter nos émissions de gaz à effet de serre. Je vais juste finir en parlant du Québec, donc, qui est une province canadienne située à l'est du continent, qui est très en avance en termes d'écologie verte. Depuis déjà 2018, un plan économique a été mis en place pour que les entreprises et les innovateurs puissent transformer leurs économies et moyens de production jusqu'à ce que ceux-ci rentrent dans le champ de l'économie verte. Ce plan, il représente 147,5 millions de dollars sur 5 ans, soit jusqu'en 2023. Pour chiffrer un peu le projet, ils souhaitent augmenter de 20% la proportion d'entreprises québécoises qui mettent en œuvre des pratiques d'affaires éco-responsables et qui adoptent justement des technologies propres. Et ils tentent en 2020 atteindre 3 milliards de dollars de ventes par entreprise de technologies propres et de biens et services environnementaux qui déjà en 2018 atteignaient 2,5 milliards de dollars. Donc bon courage. Les axes de la politique québécoise, ils sont à la fois le financement et l'accompagnement de l'entreprise qui veulent devenir éco-responsables, mais la politique vise aussi à mettre en place et faciliter faciliter la commercialisation des nouvelles technologies vertes. Le journal Le Quotidien, qui est un journal québécois, décrit d'ailleurs l'écologie comme nouvelle religion qui va petit à petit remplacer le catholicisme remplacer le catholicisme dans les écoles et les foyers au Canada. Alors moi j'allais rebondir avec l'Australie et on ne va pas vraiment dire que pour eux l'écologie là-bas ce soit vraiment une religion. C'est plutôt l'apocalypse même en ce moment, mais ils commencent à prendre conscience qu'il va falloir changer un peu les choses. L'Australie est un pays 14 fois plus grand que la France avec 3 fois moins d'habitants. Pourtant, il est l'un des 10 plus gros pollueurs du monde, notamment par le fait que son économie s'est développée autour du secteur minier et des énergies fossiles comme le charbon. Déjà sous la gouvernance aussi du Premier ministre Tony Abbott de 2013 à 2015, la réduction de l'émission de gaz à effet de serre n'a pas été considérée à ce moment-là, puisque Tony Abbott était quand même considéré comme un grand climato-sceptique. Pour lui, l'homme n'était pas responsable du réchauffement climatique. On souligne souvent en Australie plusieurs problèmes, l'utilisation à outrance des sacs plastiques, des décharges à ciel ouvert, le gaspillage de l'eau, les 4x4 qui ont accès aux plages, l'exploitation du métal et du gaz. Enfin bref, c'est un pays qui détient le triste record de la plus forte empreinte écologique par habitant. Et d'ailleurs, petite anecdote, le Global Footprint Network estime que si toute l'humanité vivait comme les Australiens, il faudrait en 2030 pas moins de 5,2 planètes Terre pour subvenir à tous ces besoins. Ça tombe bien, on a bientôt colonisé Mars, alors ça servira à ça. Oui, faut croire. Il n'est pas sans savoir non plus qu'en 2018, les Australiens ont connu l'une des pires sécheresses et même ils en paient encore les frais maintenant. On compte une vague de chaleur qui a engendré la mort de centaines de chauves-souris et même encore maintenant, l'Australie connaît des incendies d'une ampleur sans précédent. Ajoutons également que l'Australie a pris 1 degré supplémentaire en température moyenne et en prendra sûrement 3 de plus d'ici les prochaines années. Dans un pays aussi accro au charbon, la protection de l'environnement est un sujet qui divise. Alors, si le changement climatique n'est désormais plus vraiment remis en cause au sein des grandes formations politiques, elles ne sont toutes pas prêtes pour autant à faire des efforts conséquents pour répondre pleinement aux défis que tout cela représente. Parce que si l'économie australienne peut être qualifiée comme étant florissante, elle reste très très dépendante de ses matières premières. Le domaine du charbon représente des dizaines de milliers d'emplois, des milliards de dollars d'exportation et de très loin sa première source de production d'électricité. Donc pour donner un chiffre, elle correspond à 85%. Donc ce sont les conservateurs aussi qui ont formé le nouveau gouvernement, mais on s'attendait fortement à ce que ce soit les travaillistes qui remportent les élections de mai 2019, car leur programme était fortement centré sur des questions environnementales. Ça n'a pourtant pas été le cas, mais on ne pourra pas s'attarder sur les raisons de leur défaite, mais toujours est-il que le modèle économique de l'Australie
se voit de plus en plus contesté par les jeunes et dans les grandes villes notamment, où les habitants ont été déjà choqués par les signes sans cesse plus nombreux de la nature, avec les inondations ravageuses dans le Queensland, des incendies toujours plus dévastateurs, même encore en ce moment même, la grande barrière de corail qui meurt à petit feu depuis des années, et ces millions de poissons morts dans la rivière Darling en Nouvelle-Galles du Sud. Enfin voilà, c'est plein d'exemples parmi tant d'autres, mais à tel point que de nombreuses manifestations ont ponctué la campagne électorale. En parallèle, une marche à travers tout le pays s'est déroulée au mois de mai. Le but était de contester donc un projet d'une mine de charbon par l'entreprise indienne Adani dans le Queensland, qui avait été approuvé par le gouvernement avant le début officiel de la campagne électorale. Donc ce milliardaire, donc Gautam Adani, doit encore décrocher d'autres approbations fédérales pour que le projet vraiment n'aboutisse. Mais du coup, les défenseurs de l'environnement espèrent toujours un revirement du projet qui reste encore maintenant très très controversé. Et la situation de la fin de ta chronique me fait penser un peu à l'Inde. Donc je vais te parler de la situation qui n'est pas tip-top là-bas, avec un gouvernement qui n'est pas du tout coopératif. Donc si depuis déjà 2 décennies, l'économie indienne a su se redresser hardiment grâce à sa production de tissus industriels, cet accroissement économique a cependant plongé le pays dans une crise environnementale des plus inquiétantes, puisqu'il est 4e pollueur mondial. Il émet 2479 millions de gaz à effet de serre en tonnes, bien sûr, par exemple en 2018. New Delhi est à ce propos la capitale la plus polluée du monde. La formation de nuages de pollution est récurrente au-dessus du nord du pays, accumulant des particules 17 fois plus denses que la norme. Comme ce novembre où on voyait pas plus loin de 17 mètres. Exactement, tout à fait. Donc l'Inde représente 1,3 million de personnes et par jour, près de 138 hectares qui partent en fumée pour les parcelles agricoles qui consomment près de 90% des ressources aquatiques du pays. Donc le pays est tout de même signateur lui aussi de l'accord de Paris. La course effrénée de l'Inde vers l'industrialisation a cependant obligé le pays à concilier croissance et protection environnementale pour amoindrir ces chiffres qui sont tout de même affolants. Mais le gouvernement et les hommes politiques du pays tentent toujours à mettre l'Inde dans une position ambiguë quant à la question environnementale. L'industrialisation passe avant tout, mais le développement des panneaux photovoltaïques, par exemple, dans le pays, ont fait de l'Inde le 3e pays disposant d'autant d'infrastructures de ce type. Cependant, en mai 2019, les élections ont même laissé transparaître le fait que les partis politiques négligeaient en grande partie la question du réchauffement climatique et de la lutte pour l'environnement plus sain. Bien que le cyclone Fani ait fait preuve lors de ces événements de la violence justement du réchauffement climatique, le pays reste tout de même ultra porté sur les énergies fossiles et se comporte comme la mauvaise tête de la COP21 en adoptant un comportement contrasté par rapport aux autres pays. C'est un géant et producteur de charbon qui s'était présenté d'ailleurs à la COP21 en tenant ouvertement des propos selon lesquels le pays tenterait prochainement de doubler ou tripler sa production de charbon, malgré le contexte, ce qui n'est pas très COP21 compatible, on va dire. Selon Sanjava Vashist, qui est le directeur de Climate Action Network South Asia, qui est une ONG de lutte pour la préservation de l'environnement, il dit justement que l'Inde est au stade de la Chine il y a 7 ans, donc c'est pas très glorieux. L'Inde serait, d'après plusieurs rapports internationaux sur la question environnementale, le 2e pays qui serait le plus touché par le réchauffement climatique, en vue de son climat chaleureux habituel, mais aussi en vue de sa population. Donc les initiatives qui sont essentiellement locales, comme dans la région de Maharashtra, qui est la région de la capitale de Bombay, pour situer un peu, par exemple, elles vont prendre des initiatives pour interdire le plastique sous forme de sac poubelle ou sous forme de bouteille aussi. C'est pas une initiative qui s'est installée dans le temps, puisque l'industrie locale qui employait beaucoup d'habitants de la région a vite renversé ce qu'ils avaient entrepris du coup. Bien que le gouvernement et les industries ne soient pas des plus épris de la cause environnementale, la population locale, elle, tente tout de même, avec l'appui de certaines ONG, à mettre en œuvre des actions à petite échelle pour améliorer la situation avec leurs propres moyens. Certains reforestent l'Inde, d'autres nettoient et reconstruisent des canaux d'irrigation, ou enfin certains vont innover des techniques simples et efficaces pour améliorer la gestion des déchets qui menacent justement l'écosystème indien.
C'est d'ailleurs parce que la revendication d'une urgence environnementale vient de la population que l'on dit que c'est un environnement des pauvres, car justement l'impulsion, elle vient des classes les plus défavorisées. Ce sont elles qui subissent ces changements. Qui subissent au plus près et qui sont aussi acteurs au plus près justement pour un changement environnemental. Justement, il existe en Inde une tribu qui est dite la plus écologique, c'est les Binchtois. Bon, pardonnez mon accent. C'est une tribu qui considère égaux les hommes, les animaux et la nature. Donc du coup, ils sont très éco-responsables, ils sont juste adorables avec la nature, contrairement à nous autres. Il y a d'autres acteurs écologiques comme un ingénieur qui est sorti des plus grandes écoles du pays, qui a abandonné son emploi et qui s'est lancé justement dans l'ouverture de différents magasins de produits éco-responsables et recyclés à Hyderabad. Donc l'Inde est en globalité un mauvais élève dans l'action environnementale, même si l'intention populaire elle est bien présente. Et du coup, moi, je vais nuancer tes propos parce que je vais te parler d'un pays qu'on met un peu sur la touche, mais en fait, il s'en sort pas trop mal en matière écologique. Alors, je vais vous parler de l'Éthiopie. Et on pourrait même dire que c'est un exemple à suivre, puisque l'Éthiopie est en train de construire, donc je commence déjà rien qu'avec un exemple, là, ils sont déjà en train de construire une toute nouvelle usine de valorisation énergétique. Donc l'usine est construite, va se construire à la limite de la capitale Addis Abeba, et elle fait partie de la stratégie d'économie verte du pays. Donc également connu comme CRGE, donc Centre de ressources pour les groupements d'employeurs. Donc la stratégie vise à faire de l'Éthiopie une nation à revenus intermédiaires plus ou moins durable. Et donc cette centrale électrique qui se construit conformément aux normes d'émissions européennes va incinérer les ordures d'Addis Abeba pour produire 50 MW d'électricité. Et d'ici 1 an, l'usine mettra fin à la pratique actuelle du pays, donc qui permettait aux effluents toxiques de la décharge de s'infiltrer dans les rivières avoisinantes quand il pleuvait. Donc, il faut savoir que la stratégie CRGE repose donc sur 4 piliers, l'énergie renouvelable, la modernisation de l'agriculture, la reforestation et l'adoption de technologies économes en énergie. Donc, c'est une source d'optimisme pour le gouvernement qui réside du coup dans les capacités hydroélectriques du pays. Donc un terrain montagneux et 9 bassins fluviaux fournissent à l'Éthiopie donc un potentiel de 45 000 mégawatts d'énergie hydroélectrique. Donc le fait de développer des barrages tout en investissant dans les énergies éoliennes, solaires et géothermiques devrait donc créer la capacité d'alimenter un essor industriel sans brûler de combustibles fossiles. Donc j'allais dire cette année, mais non, du coup ça date de juillet 2019. Donc oui, le 29 juillet 2019, les Éthiopiens ont remué la terre pendant plusieurs heures dans le cadre de Green Legacy, plus importante campagne de reforestation à l'échelle mondiale. Donc il faut savoir que plus de 353 millions d'arbres ont été plantés en 12 heures, donc ce qui représente un nouveau record selon les autorités, tout en sachant que le dernier record était attribué à l'Inde. Et en énergie verte, transport ultramoderne, art contemporain, etc. Donc depuis une dizaine d'années, l'image de l'Éthiopie qui était autrefois ravagée par la famine, en fait, s'efface petit à petit, et par tout ça, par tous ces moyens, donc le pays réussit à se métamorphoser de plus en plus et à une plus grande vitesse. Et je vais également terminer sur ce point en m'appuyant sur le témoignage du photographe Pascal Maître, qui est co-auteur avec Inès Postmeyer du reportage Le rêve fou de l'Éthiopie, qui a exprimé en fait une analyse sur les grands défis d'Addis Abeba. Donc il qualifiait certes l'Éthiopie comme étant un exemple mondial du développement durable, donc au travers toutes ces nouvelles pratiques, ces fermes éoliennes, barrages, les tramways électriques, etc. dans sa capitale. Mais selon lui, après, il souligne quand même le fait qu'il reste néanmoins un défi majeur, que les retombées de ces mutations profitent. Il faudrait en fait que ces retombées profitent à toute la population, à l'ensemble de la population, parce qu'il a quand même souligné qu'il restait encore des zones rurales, je le cite, moyenâgeuses. Donc voilà. Il y a encore du travail. Alors merci les filles pour nous avoir montré les points communs et divergences entre toutes ces politiques publiques internes. Mais la question climatique ne se limite pas aux frontières des États. Ces problématiques sont globales et nécessitent donc une réponse internationale. Et ça passe principalement par des sommets mondiaux, notamment les COP. Et Chloé Moulek donc va nous présenter les enjeux et le bilan de cette dernière COP.
Alors oui, ma chronique portera cette fois sur la COP25, où je vous présenterai son but, ses enjeux et ses suites qui ont, vous allez voir, suscité de fortes réactions. Et pour vous apporter les réponses les plus fiables et synthétiques possibles, je suis allée interroger Alain Réguillon, diplômé en relations internationales approfondies, ancien directeur de la Maison de l'Europe et membre du réseau des conférenciers Team Europe. Mais avant de commencer, je vais vous faire un petit rappel sur les événements. Donc la COP25, ça veut dire conférence des parties et c'est une réunion internationale pour s'accorder sur une politique climatique. Elle s'est tenue à Madrid et était présidée par Carolina Schmidt-Saldívar, la ministre de l'Environnement du Chili. Cette conférence a donc son importance puisqu'elle a rassemblé les membres des accords de Paris, du protocole de Kyoto ainsi que ceux des sommets de la Terre. Les pays se sont donc réunis du 2 au 13 décembre 2019 sous le slogan « Le moment d'agir », ce qui montre la volonté ambitieuse des États de se mobiliser rapidement pour la préservation de l'environnement, tant au niveau interne qu'international. Mais quel était le but de cette conférence ? Eh bien, tout simplement de faire un point sur ce qui a déjà été fait et de mettre en place des mesures pour permettre un accomplissement intégral des accords de Paris, mais aussi d'en soulever les difficultés. Les principaux points abordés étaient donc la compatibilité des émissions carbone, ne vous inquiétez pas, je vais y revenir, la question du plastique dans les océans, le soutien aux pays en développement à travers la reconstitution d'un fonds vert, donc les fameux 100 milliards de dollars à réunir entre les pays développés pour les pays en développement, pour les aider dans leur transition énergétique, mais aussi et surtout la baisse des émissions de gaz à effet de serre, donc qui est prévue de 7% d'ici 2030, ce qui a été critiqué d'un peu trop ambitieux. J'ai donc posé quelques questions à mon invité sur ces événements et que vous vous êtes peut-être posé aussi. Je me suis d'abord demandé pourquoi le Chili avait-il été désigné pour accueillir la COP25 initialement. Alors en fait, il se trouve que le Chili, selon mon invité, était candidat à recevoir la 25e conférence comme l'Espagne. Il a donc tout simplement été décidé que la réunion se tiendrait au Chili avec le soutien de l'Espagne pour marquer aussi l'engagement d'un pays d'Amérique du Sud. Le problème, c'est que les troubles sociaux ne l'ont pas permis, d'où le rapatriement en Espagne, mais toujours sous la présidence du gouvernement chilien. Parce que oui, je le rappelle, le Chili est un pays doté de grandes ressources minières. Il est notamment le premier producteur et exportateur de lithium, donc le métal utilisé dans les batteries, mais ce n'est pas tout. Le Chili est aussi en train de rejoindre les pays de l'OCDE les plus avancés au monde grâce à son économie basée sur l'exportation de ressources naturelles, agricoles et halieutiques. Donc ce qui explique l'intérêt initial d'accueillir la COP25. Mais bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, le pays était plutôt pas mal touché par les conflits sociaux. Donc ils se sont dit que c'était plus safe de le faire en Espagne, qui était candidat après le Chili pour recevoir la COP, qui reste malgré tout sous la présidence du Chili. Et du coup, pourquoi l'Espagne a-t-elle été désignée comme successeur au Chili pour accueillir la COP ? Et quels sont ses enjeux climatiques ? Alors en résumé, l'Espagne connaît une forte désertification dans le sud, ce qui limite l'agriculture. Mais le problème, c'est qu'elle est aussi pauvre sur tout ce qui est énergie fossile, donc le pétrole, le charbon. Du coup, elle importe énormément des autres pays et ne peut pas réellement rentabiliser. C'est pourquoi l'environnement, les énergies renouvelables pourraient permettre à l'Espagne non seulement de se conformer aux normes internationales en matière d'environnement, mais aussi de relancer son économie sur le long terme. Du coup, j'avais une question pour vous, Monsieur Robert. Pensez-vous que les accords sur le climat, s'ils sont respectés, pourraient aider des pays comme l'Espagne à sortir de la crise ? Je vous remercie pour cette très très bonne question. Tout dépend du point de vue sur lequel on se place. Évidemment, on sait que la mise en place d'une économie verte, elle a des vertus pour certaines économies. On le sait notamment puisque ça crée une économie qui n'existe pas, une économie du recyclage, une économie énergétique qui est beaucoup plus pourvoyeuse d'emplois dans les énergies renouvelables que dans les énergies fossiles, et qui surtout sont des énergies qui sont produites sur place. Donc évidemment, tous les emplois qui sont nécessaires pour produire des énergies fossiles au Moyen-Orient, s'ils étaient mis pour produire de l'énergie éolienne en Espagne, ou plutôt de l'énergie solaire en ce qui concerne l'Espagne, qui évidemment a des ressources en la matière qui sont particulièrement précieuses, c'est sûr que ça pourrait l'aider. En revanche, évidemment, comme toute politique environnementale, c'est pas aussi simple que ce qu'on peut croire. Et il y a toujours un revers à la médaille. Et à partir du moment où on décide de supprimer certaines activités parce que celles-ci sont polluantes, on sait très bien que ça peut avoir un impact social tout à fait conséquent. Je pense que notamment en Espagne, on a un problème en ce qui concerne l'agriculture, qui reste encore une agriculture intensive, notamment dans le sud de l'Espagne, qui est énormément consommatrice d'eau. Si on veut un jour arriver à une agriculture vertueuse, il faudra sans doute trouver les moyens d'assurer une transition qui forcément fera quelques dégâts sociaux chez les agriculteurs. Mais du coup, en introduction, tu nous parlais des crédits carbone et de double comptabilité. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et quelles sont les critiques ?
Alors oui, donc les crédits carbone, en gros, c'est l'idée que chaque pays dispose d'un certain quota d'émissions de gaz à effet de serre et que s'il ne l'atteint pas, parce qu'il a une politique environnementale efficace, il peut revendre ce quota non utilisé à des entreprises qui auraient besoin d'utiliser plus de GES. Donc la principale critique, c'était qu'elle permettrait aux pays économiquement développés de se donner en quelque sorte bonne conscience en reportant les efforts à faire sur les pays les plus pauvres qui utilisent plus de gaz à effet de serre par manque de moyens. Oui, mais du coup, la COP 25 qui n'a pas connu un énorme succès, contrairement aux accords de Paris, puisqu'il n'y a que 80 pays qui se sont accordés pour relever leurs engagements, mais en fait, ils représentent que 10% des producteurs d'émissions mondiales. Donc, est-ce que ces évolutions... il y a eu une vraie évolution entre les accords de Paris de la COP 21 et cette COP 25 où il n'y a pas de réel progrès depuis 2015. Alors malheureusement pas vraiment, du moins selon mon invité, pas tant que les plus grands pollueurs ne mettront pas leurs actes en conformité avec l'urgence climatique. Alors oui, les grands principes de l'accord de Paris sont réaffirmés, mais il n'y a pas d'avancée significative. Les États-Unis se retirent de l'accord, la Chine, l'Inde et le Brésil notamment ne veulent pas promettre de nouveaux efforts tant que les pays développés ne se sont pas engagés à faire plus et à respecter leurs promesses d'aide financière aux pays en développement. Donc seule l'Union européenne affiche une ambition conforme aux enjeux. Ceci étant, la division en son sein ne va pas aider à tenir les ambitions. Donc c'est sûr que comme les plus gros pollueurs sont opposés à l'accord, on comprend qu'il y ait peu de succès et que les objectifs soient en quelque sorte freinés. Après, ça reste du droit international et c'est plutôt rare que dans la pratique, un accord qui réunit autant de pays fasse l'unanimité. Alors même si oui, on ne peut pas nier l'impact réel des réticences des États-Unis, de la Chine, du Brésil et de l'Australie, l'Europe a tout de même décrété l'état d'urgence climatique et un grand nombre de pays européens se montrent favorables à ces changements. Enfin pas tous, sinon ce serait trop simple. Et du coup, tu dis que le Parlement européen a dénoncé l'urgence climatique. Du coup, est-ce que pour vous, l'Europe, c'est une question à tout le monde, l'Europe pourra atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, comme l'annonce le New Deal vert européen? Pas l'Islande déjà. L'Islande, on a compris que ça marcherait pas. Vous êtes pessimiste à ce que je vois, les gros yeux là-bas. Oui. Mais ils n'ont pas l'air convaincus. Du coup, moi, je vais vous répondre. Ça semble un petit peu ambitieux. Donc, en gros, la priorité, c'est déjà le consentement de tous les États. Et sachant que les décisions doivent être prises à la majorité qualifiée, on peut effectivement être sceptique sur le réalisme du projet, dans le sens où un tel accord semble effectivement difficilement réalisable en vue des intérêts divergents des États. Mais pourtant, l'Europe semble aujourd'hui se présenter comme une sorte d'exemple sur la politique climatique. Du coup, quels seront ces enjeux vis-à-vis des autres pays ? Alors l'Union européenne fait davantage d'efforts que les autres parties du monde, effectivement, mais la faiblesse de la mise en œuvre repose majoritairement sur les divisions entre les États. Par exemple, la Finlande, qui se présente comme le pays le plus écologique du monde, est en Europe, alors que d'autres comme l'Allemagne ou la Pologne ont choisi le charbon pour la production énergétique, ce qui n'encourage pas les énergies renouvelables. Donc du coup, oui, ça peut constituer un frein, surtout dans la transition énergétique. Du coup, dans la COP 25, comme dans les accords de Paris, les pays développés s'étaient donné comme objectif de construire le fonds vert là, de 100 milliards de dollars pour les pays en développement. Est-ce que cette somme sera suffisante et comment est-ce qu'elle va être utilisée efficacement ? Il faut déjà atteindre l'objectif, ce qui n'est pas gagné, parce qu'aucune décision n'a été prise à Madrid. Elles sont reportées en 2020. Et c'est une question difficile car un grand nombre de pays en développement sont déjà touchés par la misère, la corruption et les guerres. Donc, est-ce qu'en soi, un budget venant des Occidentaux pour des questions qui ne sont pas forcément leur priorité ne pourrait pas être considéré comme une forme d'ingérence un peu mal orientée ? Donc l'ingérence, je le rappelle, ça veut dire intervenir sans y être invité dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un État. Du coup, oui, on peut effectivement douter de l'efficacité de la prise de mesures pour la transition énergétique. En tout cas, le constat est là. Des recherches ont montré que la calotte glaciaire du Groenland fond 7 fois plus vite que pendant les années 90. On observe une diminution de l'oxygène dans les océans et un quart de la population mondiale est menacée par des problèmes d'approvisionnement en eau. Tout cela dû effectivement au réchauffement climatique. Après, il existe déjà beaucoup de moyens individuels dont on ne doit pas sous-estimer l'efficacité sur le long terme, notamment pour réduire ses déchets et son empreinte carbone. Et c'est même parfois plus économique et pratique que nos habitudes actuelles. Alors merci Chloé pour cette petite conclusion zéro déchet, on aime beaucoup. Alors pour terminer cette émission, nous avons donc la chance d'accueillir parmi nous Monsieur Loïc Robert, maître de conférence en droit public à l'université Jean Moulin Lyon 3.
Et si nous avons souhaité nous entretenir avec vous aujourd'hui, c'est pour comprendre la soi-disant plainte déposée par Madame Greta Thunberg. Mais avant ça, je vais quand même vous faire un petit récapitulatif sur cette jeune activiste écologique suédoise. Alors en août 2018, Greta Thunberg lance un mouvement de grève pour le climat devant le Parlement suédois avec sa fameuse pancarte qu'on pourrait traduire par grève de l'école pour le climat, parce que oui, j'essaye pas de le dire en suédois, on s'arrête. Après une première apparition remarquée sur la scène internationale lors de la COP24 le 12 décembre 2018, elle interpelle les dirigeants sur leurs responsabilités dans la lutte contre le changement climatique et leur rappelle que ce changement est de plus en plus proche. Elle devient à 16 ans la nouvelle icône dans la lutte pour le climat et encourage les jeunes du monde entier à manifester pour encourager les États à modifier leurs politiques et être en faveur de l'environnement. C'est la formation du mouvement Youth for Climate et tout particulièrement de leur mobilisation tous les vendredis Friday for Future. Ces manifestations ont lieu partout dans le monde et ont réuni jusqu'à 4 millions de jeunes le 20 septembre 2019, formant ainsi la plus grande manifestation pour le climat de l'histoire d'après le Times. D'ailleurs, quasiment un an jour pour jour après son discours à la COP24, le magazine américain Times l'a nommée personnalité de l'année avec pour sous-titre « The Power of the Youth », faisant d'elle la personnalité la plus jeune du classement alors qu'elle est justement souvent critiquée pour son âge. Mais ce qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui, c'est son discours du 23 septembre 2019 lors du sommet de l'ONU sur le climat qui a eu lieu à New York. Ce sommet Action Climat, organisé par le secrétaire général des Nations Unies, avait pour but de souligner les nouveaux défis environnementaux tout en encourageant la coopération internationale. Greta Thunberg y réalise un discours où elle accuse les dirigeants mondiaux de trahison avec sa fameuse phrase « How dare you ?» Et elle ne s'arrête pas là. Lors de ce sommet, elle décide de porter plainte devant le comité des droits de l'enfant de l'ONU contre l'Argentine, la Turquie, la France, l'Allemagne et le Brésil. Et c'est à ce moment-là que nous avons besoin de vous, Monsieur Robert. Qu'est-ce que cette plainte ? Est-ce qu'on peut vraiment parler d'une plainte déposée par Madame Greta Thunberg ? Qu'est-ce que le comité des droits de l'enfant ? Pourquoi ne l'a-t-elle tout simplement pas posée devant la Cour internationale de justice ? Cela soulève de nombreux points de droit international public. Alors, je vous remercie pour toutes ces questions. On va essayer de reprendre les choses dans l'ordre pour déjà parler de la Convention internationale sur les droits de l'enfant, convention qui date du 20 novembre 1989, dont on a fêté les 30 ans il y a 2 mois. Qui aujourd'hui est la Convention internationale en matière de protection des droits de l'homme qui est la plus ratifiée dans le monde. Parce qu'aujourd'hui, on a 196 États qui sont partis à cette convention, c'est-à-dire tous les États de la planète, sauf un, à savoir les États-Unis. D'accord. Alors pourquoi les États-Unis ça ne concerne pas directement le climat, mais c'est parce que cette convention prévoit notamment l'interdiction de la peine de mort pour les mineurs. Et pendant très longtemps, les États-Unis ont revendiqué le droit de continuer à exécuter des mineurs. Ce qui explique pourquoi ils ont toujours refusé de signer cette convention, alors même qu'ils n'en exécutent plus dorénavant depuis 2005. Alors ensuite, cette convention, elle a beaucoup de qualités. Elle renferme des droits qui sont tout à fait précieux pour les enfants, notamment parce qu'elle n'opère pas de cloisonnement entre les différentes catégories de droits. On a des droits civils et politiques, la liberté d'opinion et d'expression des enfants est reconnue, mais aussi des droits sociaux, le droit à la santé par exemple. Donc elle est très intéressante, mais comme souvent en droit international public et en droit international des droits de l'homme en particulier, la question c'est l'effectivité de cette convention. Et effectivement, du point de vue de l'effectivité, on peut nourrir quelques doutes, puisqu'à l'origine, il n'y avait aucun mécanisme de contrôle pour savoir si un État respectait ou non cette convention. Alors, c'est la raison d'être d'un protocole qui a été adopté bien plus tard, en 2011, d'accord, qui est le protocole qui permet d'introduire des communications individuelles devant ce fameux comité des droits de l'enfant qui a été saisi par Greta Thunberg. Alors, ce protocole est intéressant parce que donc il va permettre la saisine de ce comité par des enfants. Ce qui, en principe, n'est pas véritablement une tradition en droit, puisque, en principe, les incapables ne peuvent pas rester en justice. Là, ici, il n'y a que, d'accord, qui peuvent rester en justice. D'ailleurs, on a refusé de permettre aux associations de saisir le comité des droits de l'enfant. Il n'y a que les individus, les enfants eux-mêmes qui peuvent le faire. Alors, le problème de ce protocole, c'est que donc il met en place effectivement un comité des droits de l'enfant qui, d'une part, a des pouvoirs limités, on va y revenir, et puis surtout qui ne peut être saisi que contre un nombre limité d'États, c'est-à-dire que contre les États qui ont ratifié ce protocole.
Et là, on en vient au nœud du problème, c'est qu'alors que 196 États ont ratifié la Convention internationale sur les relative aux droits de l'enfant, seuls 46 ont ratifié le protocole qui met en place ce comité. Et parmi ces 46 États figure notamment la France, d'accord, qui l'a ratifié en 2016. Alors ce protocole, donc, il a été signé en 2011, il est entré en vigueur en 2014, d'accord, il fallait de mémoire, je crois, 10 ratifications pour qu'il rentre en vigueur. Je crois que c'est le Costa Rica qui a été le dernier, le 10e pays qui a permis l'entrée en vigueur de ce protocole. Et donc ça fait très peu de temps qu'il fonctionne, hein, ça fait que 5 ans, 5 ans quelques. Peu de cas finalement. Alors aujourd'hui, il y a 29 décisions qui ont été rendues, mais il n'y en a que 8 qui sont des décisions au fond. C'est-à-dire que toutes les autres, les 21 autres, c'est soit le requérant s'est désisté. Il faut savoir que le principal contentieux devant le comité, ce sont des enfants migrants qui saisissent le comité lorsque notamment on leur pratique des tests type test osseux pour déterminer leur âge, pour savoir s'ils sont ou non mineurs, et qu'ensuite on veut les expulser. Donc il y a beaucoup de plaintes notamment contre l'Espagne du fait de la filière migratoire entre le Maroc et l'Espagne. Et donc il y a beaucoup de cas où les requérants ont retiré leur plainte parce qu'un jour un État a finalement décidé d'accéder à leur demande avant d'attendre le résultat de la plainte. Après, le fait que seuls certains pays les ratifient, ça implique aussi que les enfants ne peuvent pas porter plainte contre les pays qui n'ont pas signé la Convention. Alors évidemment, ça pose un problème puisque la plainte est directement liée à la question du changement climatique. Si on reprend le classement des plus grands pollueurs de la planète, ni l'Australie, ni les États-Unis, ni la Chine n'ont ratifié ce protocole, les États-Unis n'ayant même pas ratifié la Convention. Donc évidemment, ces États-là ne peuvent pas se voir traduire devant le Comité des droits de l'enfant. Ce qui explique pourquoi on a choisi des pays qui, eux, avaient ratifié ce protocole et qui, donc, eux, pouvaient devoir répondre devant ce comité des droits de l'enfant. Alors, une fois qu'on a dit ça, bon, admettons qu'on se satisfasse de ces 5 pays-là, même si peut-être qu'on peut dire qu'il y a une forme d'injustice, que ça tombe sur ceux-ci et pas sur d'autres. Ça, il commence à se dire pourquoi est-ce qu'on a signé, finalement. Et effectivement, bon... doit pas être très agréable aujourd'hui pour des États comme la France et l'Allemagne notamment, qui sont certainement pas les plus exemplaires dans le domaine environnemental, mais qui, en tant que membres de l'Union européenne, ont sans doute fait beaucoup plus d'efforts, en tout cas se sont engagés à en faire beaucoup plus dans l'avenir que d'autres États. En tout état de cause, quoi qu'on pense du bien fondé d'attaquer ces États plutôt que d'autres, ce qui est certain, c'est que l'issue de la procédure, elle, reste encore... sujette à caution, pour ne pas dire vouée à l'échec. Et ce, pour plusieurs raisons. Comme d'ailleurs cela se passe devant tous les organes internationaux en matière de protection des droits de l'homme, pour qu'une requête soit jugée au fond, d'accord ? Alors on parle de communication pour les plaintes introduites devant le comité des droits de l'enfant. Pour qu'on puisse avoir un examen au fond, est-ce qu'un droit a été violé ou pas ? Il faut déjà que la requête soit recevable. Alors parmi ces conditions de recevabilité, on retrouve une condition très classique en droit international, à savoir celle de l'épuisement des voies de recours. L'article 7 du protocole qui est facultatif, qui met en place cette procédure de communication, prévoit, alinéa E, il faut avoir épuisé les voies de recours internes. Est-ce que Greta Thunberg et ses 15 autres camarades ont épuisé les voies de recours internes ? Je ne suis absolument pas au courant du dossier en tant que tel, que je n'ai pas trouvé accessible, donc je ne peux pas vous le dire, mais j'ai quelques doutes, notamment parce que parmi les requérants, il y a une Française, je crois, et en tout état de cause, elle n'a pas saisi les juridictions internes sur ce point. Donc, a priori, selon toute vraisemblance, le comité devrait conclure à l'irrecevabilité de la requête, au moins pour tous ceux qui, tous les enfants qui ont attaqué un État devant lesquels ils n'avaient pas épuisé les voies de recours. Oui, parce que du coup, il faut que les 15 enfants aient chacun épuisé les voies de recours dans les 5 pays. Alors oui, non, en fait, pas obligatoirement. Le comité aura la possibilité d'opérer un tri entre les différents requérants. Elle pourrait très bien conclure à l'irrecevabilité de la requête pour non-épuisement des voies de recours internes concernant certains enfants qui ne l'ont pas fait, et en revanche, admettre la recevabilité de la requête pour les autres enfants. Donc on pourrait, si c'est le cas, mais je crois qu'aucun n'a en réalité intenté le moindre recours interne sur la question, on pourrait évidemment envisager qu'il y ait quand même une décision au fond sur certains aspects. Alors, donc le premier motif, c'est un problème de recevabilité. Le deuxième motif, c'est quels sont les droits invoqués par ces enfants. Alors, ils invoquent 4 droits qui sont protégés par la CIDE, donc la Convention internationale sur les droits de l'enfant.
Tout d'abord l'article 3 qui protège l'intérêt supérieur de l'enfant. Alors ça on connaît bien ce droit, notamment en droit français, parce qu'il a bouleversé le droit de la famille, puisqu'aujourd'hui la règle c'est que dans toutes les décisions qui concernent l'enfant, il faut prendre en compte son meilleur intérêt. C'est pour ça qu'on a par exemple imposé la transcription des actes d'état civil étrangers pour les enfants nés de GPA. D'accord. Bon, le lien ici avec l'environnement, il n'est pas évident. D'accord, même si on voit bien que dans des décisions, normalement c'est des décisions individuelles qui concernent l'enfant. Ici, ce n'est pas vraiment sur des décisions individuelles, c'est plus des décisions collectives. Donc on peut même douter que cet article soit véritablement applicable en l'espèce. Deuxièmement, le droit à la vie, ça je vais y revenir, c'est sans doute peut-être ce qui est le plus intéressant. Troisièmement, le droit à la santé. Alors là, on arrive dans un droit économique, social et culturel, dont on sait que la principale faiblesse, c'est leur justiciabilité. Qu'est-ce que je peux exiger d'un État pour qu'il donne le droit à la santé à des enfants ? Évidemment, ce problème de justiciabilité, ici, va se poser devant le comité. Est-ce qu'on peut considérer que l'État avait une obligation d'agir dans un sens vraiment déterminé pour garantir ce droit à la santé ? Et qu'est-ce qu'il aurait dû faire ? C'est une question qui reste en suspens. Enfin, l'article 30, intéressant parce que lui concerne le droit des peuples autochtones. Et c'est, à mon avis, la raison d'être de la saisine à l'encontre de l'Argentine et du Brésil, qui sont très concernés par la protection des droits des peuples autochtones, notamment qui vivent dans des environnements naturels qui sont directement menacés par le réchauffement climatique. Donc ici, on pourrait considérer que l'atteinte du fait du changement climatique à l'environnement naturel de ces peuples autochtones pourrait avoir à terme un impact sur les enfants en question et donc pourrait entraîner la violation de cet article. Alors on voit donc sur les fondements juridiques, on n'est pas, je suis pas sûr que tous les droits soient en tout cas d'égale signification pour le recours en question, et sans doute que celui qui spontanément nous parle le plus, parce que là on peut faire des comparaisons, c'est notamment le cas du droit à la vie, parce que on sait que notamment la Cour européenne des droits de l'homme a considéré que le droit à un environnement sain pouvait faire partie intégrante du droit à la vie. On a deux affaires notamment, l'affaire Onur Yildiz contre Turquie en 2004, l'affaire Boudayeva contre Russie en 2008, où il était question une fois de l'explosion dans une décharge qui avait causé la mort d'habitants d'un bidonville qui habitaient dans la décharge. Pour la Russie, dans l'affaire Boudayeva, c'était une coulée de boue. D'accord. Dans les deux cas, on avait considéré que l'État, en n'ayant pas pris les mesures pour protéger ses ressortissants contre des atteintes à leur environnement, d'accord, avait violé l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui est assez similaire à celui qui est protégé par l'article 6 de la CIDE. Donc là, par transposition, on peut se dire que s'il y avait examen au fond, ce qui à mon avis reste extrêmement peu probable, on pourrait envisager qu'une atteinte à l'environnement soit considérée comme une atteinte au droit à la vie. Encore faudrait-il qu'il y ait un lien de causalité entre les mesures ou l'absence de mesures qu'on reproche à l'État et l'atteinte au droit à la vie. Alors premièrement, ni Greta Thunberg, ni heureusement ses 15 autres camarades ne sont décédés. Alors le décès n'est pas obligatoire pour se plaindre d'une atteinte au droit à la vie, la simple mise en danger suffit, mais ici on voit bien que ce n'est pas une mise en danger immédiate. Évidemment, s'il y a une atteinte à la vie, qui est sans doute parfaitement vraisemblable, ce sera dans un certain nombre d'années. D'accord. Du coup, la vision sur le long terme est peut-être moins visible en droit qu'un danger immédiat. C'est vraiment ça, le danger immédiat. Évidemment, parce qu'on retrouve ici des choses classiques qu'on connaît en droit de la responsabilité, qu'elle soit civile, administrative ou internationale. C'est que pour engager la responsabilité, il faut une faute, par exemple la violation du droit à la vie. Il faut un préjudice, donc il faut quelqu'un qui ait été victime directe de la violation, et puis un lien de causalité entre les deux. Alors là, le lien de causalité, il est évidemment à très long terme, et le préjudice, aujourd'hui, il est discutable du point de vue du droit à la vie. Difficile de trouver le lien de causalité, mais aussi de savoir quel préjudice exact, puisque futur. À voir comment ça se passe. Alors tout à fait, pour terminer peut-être, on peut sans doute ici faire un parallèle avec l'affaire du siècle qui a été engagée et qui a permis de saisir notamment la juridiction administrative d'un recours en responsabilité pour se plaindre de l'inaction climatique de la France. Je ne sais pas si vous aviez suivi cette histoire de l'affaire du siècle. Et donc ici on est dans les deux cas sur une utilisation du droit
à des fins militantes, ce qui en soi est tout à fait respectable, mais qui forcément conduit à vouloir tordre quelque peu les règles de droit pour arriver à des fins militantes. En réalité, on peut peut-être se dire que dans un cas comme dans l'autre, finalement, le succès final de la démarche est finalement assez secondaire. C'est sans doute la démarche en elle-même qui est la plus importante. Et parce qu'elle permet d'attirer l'attention, parce qu'elle permet de faire le lien pour la plainte déposée par Greta Thunberg entre les droits de l'homme et la nécessaire protection de l'environnement et la lutte contre le changement climatique, la procédure est plus importante que son résultat. Car en fait, son résultat, quand bien même la requête serait finalement recevable, quand bien même on finirait par conclure à la violation d'un des droits protégés. Et après, what next? Eh bien, pas grand-chose. Quelle sanction est possible? Parce que c'est quand même une des problématiques du droit international. Est-ce que l'État est obligé? Est-ce que la Commission peut vraiment imposer quelque chose à un État, finalement? Alors, en réalité, le comité rend ce qu'on appelle il adopte des vues. D'accord? Il n'adopte pas des arrêts, il adopte des vues. C'est le terme choisi. D'accord. Pour le Comité des droits de l'homme, qui est institué par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui obéit à une logique à peu près pareille, on parle de constatation. D'accord. Et vous voyez que constatation, adoption de vue, pour un juriste, ça ne nous parle pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont des décisions qui ne sont absolument pas contraignantes. D'accord. Oui, l'État il s'engage à tenir compte de l'adoption des vues par le comité. Qu'est-ce que cela signifie que de s'engager à tenir compte? Cela signifie pas grand-chose. Et pour faire un parallèle avec quelque chose qu'on connaît bien en France, c'est la façon dont a été réceptionné, dont ont été réceptionnées, les constatations du Comité des droits de l'homme, organe assez similaire au Comité des droits de l'enfant, en 2018, dans le cadre de l'affaire Babilou. Que tout juriste a évidemment largement étudié lors de ses premières années de droit. Ici, dans l'affaire Babilou, la requérante a fini par saisir, après le dernier arrêt de la Cour de cassation, le Comité des droits de l'homme, qui a conclu à l'existence d'une discrimination. Et quoi? Et rien, tout simplement parce que, contrairement aux arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, et ça c'est très important, contrairement aux arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, ces constatations, ces adoptions de vue n'ont pas d'effet contraignant. Et si l'État ne les respecte pas, en réalité, il n'y a pas beaucoup de suite à donner en la matière. Parce que moi, ce que j'avais trouvé, mais c'était pas très clair, je l'avoue, que Greta Thunberg déposait plainte devant le Comité des droits de l'enfant qui devait chercher un espèce de juge d'instruction, si je puis dire, qui devait chercher si c'était légitime. Et après, ils arrivaient à une décision où ils disaient oui ou non. Et après, il y avait possibilité que le comité porte plainte devant la Cour internationale de justice. Alors là, je pense qu'on patauge un petit peu. Tout simplement, donc, comment ça se passe? Une fois que la plainte est déposée, elle est examinée. On va donc examiner d'abord la recevabilité de la requête, et puis si la requête est jugée recevable, on va examiner le fond de l'affaire. Ensuite, on adopte des vues et le comité peut donner des préconisations à l'État pour savoir ce qu'il devrait faire. Déjà, on voit bien qu'en matière de changement climatique, c'est pas évident, parce que c'est pas aussi simple que de dire à quelqu'un vous devez libérer une personne qui est injustement emprisonnée. Ça, c'est simple. Pour le changement climatique, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut arrêter la voiture? Est-ce qu'il faut arrêter autre chose? Évidemment, c'est un peu compliqué. Alors, ensuite, s'agissant de la saisine de la Cour internationale de justice, ça, je pense que ça relève plus de la fake news qu'autre chose, puisque la Cour internationale de justice, elle ne peut être saisie que par des États. D'accord? Et elle ne peut être saisie que par des États contre d'autres États. D'accord? En clair, la seule possibilité que l'on pourrait envisager, ce serait qu'un État qui estimerait que la France, l'Allemagne, le Brésil, la Turquie ou l'Argentine, en ne respectant pas l'adoption des vues du comité, a méconnu son obligation internationale, déciderait alors, lui, de saisir la Cour internationale de justice contre cet État. Le problème, c'est que pour que cela puisse arriver, il faudrait, en droit international, que l'État défendeur, la France, l'Allemagne, l'Argentine, le Brésil ou la Turquie, ait accepté la compétence universelle de la Cour internationale de justice. Je ne peux être traduit devant la Cour internationale de justice que si j'accepte qu'elle soit compétente. Or,
en tout cas pour la France, elle n'a jamais accepté cette compétence universelle. Donc la France pourra toujours dire, moi, il est hors de question que cette affaire soit jugée devant la Cour internationale de justice. Et évidemment, dans ce cas, on en restera à une belle adoption de vue, mais qui n'aura pas d'effet concret. Et dans l'hypothèse où il pourrait y avoir éventuellement des sanctions, est-ce qu'on peut réellement parler d'une responsabilité de l'État dans la mesure où les conséquences du changement climatique ne relèvent pas forcément de sa capacité ? Alors justement, c'est que là, ça fait appel à une autre notion qu'on connaît bien en droit international des droits de l'homme, c'est la notion d'obligation positive. C'est-à-dire que là, on ne demande pas à l'État simplement d'arrêter de polluer, parce que finalement, l'État en lui-même pollue assez peu. En revanche, c'est parce qu'il n'interdit pas certaines activités que la pollution est générée. Donc ça veut dire que non seulement il ne doit pas polluer, mais il doit aussi adopter un cadre législatif et réglementaire qui va faire diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Si on consacre l'existence d'une telle obligation positive, ça va faire reposer sur l'État un fardeau indéniable, d'accord ? Ça va être compliqué à gérer pour lui. Ici, la Cour européenne des droits de l'homme, elle a une expression, c'est celle du fardeau excessif. Une obligation positive ne saurait en aucun cas imposer à l'État un fardeau excessif. On ne peut pas tout attendre de l'État, et sans doute encore moins en matière de lutte contre les gaz à effet de serre, puisque en admettant même que la France demain émette 0 émission de gaz à effet de serre, on sait tous ici que ça n'aurait qu'un impact extrêmement limité, en tout cas à court terme, sur le réchauffement climatique, puisque la France n'est responsable que d'une infime part des émissions globales. D'où la nécessité d'avoir une réponse globale sur le changement climatique. Et individuelle aussi. Individuelle pour faire changer le global. Eh bien, merci à tous pour avoir écouté cette émission, d'y avoir participé. Monsieur Robert, d'avoir pris du temps pour nous. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec l'équipe de Jade. Et puis, bonne année et bon courage. Ich bin ein Berliner. Entre ici, Jean Moulin. Yes, we can. Je vous ai compris. C'est un vieux pays. Vive le Québec libre. I have a dream.